Et nous accueillons Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Bonjour, bienvenue dans ce grand oral des GG. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous avez donc été désignée tête de liste de la France Insoumise lors de la convention du parti. C'était début décembre à Bordeaux. Vous êtes une totale novice en politique, on vous découvre. Alors qui êtes-vous, Manon Aubry ? Je suis un être humain normal. Donc je travaillais jusqu'à présent pour une ONG qui s'appelle Oxfam. Sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Donc j'ai écrit un certain nombre de rapports de recherche et puis je faisais ce qu'on appelle du plaidoyer. Donc j'essaie de plaider auprès des différents acteurs politiques, que ce soit le gouvernement ou les députés français ou européens, pour changer les règles et aussi montrer que les inégalités et l'évasion fiscale ne sont pas une fatalité et qu'il est possible de les changer. Donc finalement, il y a une forme de continuité entre mon engagement d'hier associatif et mon engagement de demain politique, parce que c'est avec les mêmes convictions et la même détermination à lutter contre les inégalités et l'évasion fiscale que j'y vais. Vous êtes né à Fréjus, dans le Var, vous avez 29 ans. De l'autre côté du département, mais... 29 ans, on vous a choisi parce que vous êtes un symbole de renouvellement ? On m'a choisi, je pense qu'il faut poser la question à la France Insoumise, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'on m'a choisi pour plusieurs raisons. D'abord, la volonté de s'ouvrir. Je pense qu'il faut aussi saluer l'audace d'un mouvement politique de placer à la tête d'une liste quelqu'un qui, en effet, comme moi, découvre le monde politique. Et puis, je pense qu'on m'a placé aussi ici avec la volonté de, demain, quand je serai députée européenne, de s'assurer que je ne céderai pas, par exemple, aux sirènes des lobbies quand il s'agira d'avoir une liste crédible de paradis fiscaux pour lutter contre l'évasion fiscale à Bruxelles. Ça fait partie des arguments qui, je pense, sont déterminants. Et puis c'est vrai qu'à l'heure de la défiance du monde politique, il y a un enjeu à montrer que ceux qui font de la politique sont aussi des gens comme vous et moi, des gens de tous les jours. Ça n'a pas été une décision facile, pour être honnête, pour moi, d'entrer dans ce monde-là. Qu'est-ce qui vous a fait hésiter ? Beaucoup de choses. D'abord, je me suis posé la question si j'étais pas plus utile au monde associatif. En quelques années à Oxfam, on a réussi quand même, je pense, à faire prendre conscience de l'enjeu de la lutte contre l'évasion fiscale et de l'ampleur de ces pratiques. Donc je me suis demandé si j'étais pas plus utile là que dans le monde politique. Et puis j'ai hésité aussi parce que le monde politique, vu de l'extérieur, honnêtement, ça fait pas toujours envie. On va pas se cacher. C'est un monde qui est relativement violent, on se prend des insultes. Et puis moi j'ai le sentiment de mon maigre petit mois d'expérience jusqu'à présent que parfois le monde politique est plus souvent une bataille de petites phrases ou une bataille de personnes qu'une bataille d'idées. Et donc, charge à moi d'essayer de ramener le débat sur les idées. Mais je vous avoue que c'est pas facile tous les jours. Mais j'y vais avec, en tout cas, cette détermination et cette vision-là du monde politique. Quelle est votre liberté, votre marge de manœuvre ? On dit que la France Insoumise, c'est un mouvement autocratique organisé autour de Jean-Luc Mélenchon. On voit d'ailleurs qu'en ce moment, le mouvement connaît quelques turbulences. Cette gestion autocratique est dénoncée par certains membres de la France Insoumise. Quelle sera votre marge de manœuvre ? Parce que vous venez avec votre parcours, vos idées, vos thèmes aussi, votre liberté. Est-ce que vous allez pouvoir garder cette liberté quand on est tête de liste ? Je raconte souvent à ceux qui me posent cette question, on me pose souvent la question, est-ce que vous avez été gouroutisé par Jean-Luc Mélenchon ? Alors avec un peu d'humour, je réponds souvent que, en fait, j'ai toujours un portrait de Jean-Luc Mélenchon dans ma poche et que là, actuellement, il tire mes ficelles. Non, plus sérieusement, moi je me sens complètement libre. Et vous le verrez, je pense que la politique se meurt du manque de sincérité. Donc j'essaie en tout cas de vous répondre sans penser à chaque fois, à 10 fois, qui va penser de ce que je vais dire. Oui, mais quelle est la doctrine ? Prenons un exemple concret, parce qu'on a du mal à savoir précisément quelle est la doctrine de la France Insoumise sur l'Europe. La dernière fois qu'on a parlé Europe, enfin du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'était pendant la campagne présidentielle, où il nous avait expliqué qu'il y avait un plan A et un plan B. Le plan A, c'était on change l'Europe, et si on n'y arrive pas, le plan B, c'est on en sort. Et puis finalement, en coulisses, on avait bien compris que le plan B n'avait jamais existé, et que si Jean-Luc Mélenchon avait été président de la République, il n'aurait pas sorti de la France de l'Europe. Et d'ailleurs, on voit comment ça se passe pour les Anglais. C'est tellement compliqué que tous ceux qui nous expliquaient que c'était formidable, qu'il allait faire un Frexit, qu'on pouvait sortir de l'Europe du jour au lendemain, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Alors, c'est quoi aujourd'hui la doctrine de la France Insoumise sur l'Europe ? C'est une bonne question que vous posez, parce que je pense, et j'en ai la conviction pour en avoir discuté avec beaucoup de gens de la France Insoumise, qu'elle n'a pas bougé. De manière très simple, qu'est-ce qu'est le plan A et le plan B ? Il y a toujours un plan A et un plan B. Il y a toujours un plan A et un plan B, qui part d'un point d'analyse et de constat important à comprendre, c'est que l'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est régulée dans ses traités, organise la compétition plutôt que la coopération, alors qu'elle
elle nous avait vendu la coopération. Les traités actuels, par exemple, empêchent d'investir massivement dans la transition écologique à cause de la règle des 3%. Les traités actuels empêchent de prendre des mesures ambitieuses de lutte contre l'évasion fiscale parce qu'il faut la règle de l'unanimité. Je vous ai donné 2 exemples, je pourrais continuer plus longuement. Donc, on pense que ces traités-là sont problématiques, mais que l'Union européenne ne doit pas se résumer à ces traités-là. Maintenant, qu'est-ce que le plan A et le plan B face à ça? Le plan A, c'est on essaie et on parvient, et je le souhaite, à changer les traités tous ensemble avec les 26 autres États membres de l'Union européenne, si on exclut le Royaume-Uni. Et le plan B, c'est on désobéit aux règles, aux dispositions qui nous déplaisent, y compris pour créer ce rapport de force, et on fait l'Europe que l'on veut, et donc avec des nouvelles formes de collaboration, avec ceux qui le souhaitent, qui partagent notre idéal de progrès social, écologique et fiscal. Nous avons des alliés en Europe. Nous travaillons au sein d'une coalition Podemos, par exemple, qui est relativement fort en Espagne. Le Bloco de Izquierda au Portugal, qui est actuellement au pouvoir. Donc ça fait partie des alliés. On a aussi des alliés dans les pays scandinaves, dans 3 pays scandinaves. L'objectif, c'est en effet que l'alliance soit la plus large possible. Et l'objectif est aussi de montrer la voie, de dire que l'Union européenne, moi je me refuse que l'Union européenne se résume à ce dogme de l'austérité qui a été imposé ces 30 dernières années. Et donc, je pense que la trajectoire prise par l'Union européenne à l'heure actuelle court par elle-même à sa perte. Et il y a un signe qui ne trompe pas, c'est le désaveu des peuples européens vis-à-vis de cette Union européenne-là. Et je pense que on ne doit pas résumer... Européens, enfin, ce que vous appelez désaveu, c'est les relents nationalistes? C'est tous les sondages qui interrogent les différentes populations européennes sur leurs sentiments vis-à-vis de l'Union européenne. Vous avez rarement un enthousiasme débordant. Oui, mais c'est un repli sur soi en général. C'est le nationalisme, c'est le refus de l'immigration, c'est chacun derrière ses frontières. C'est plutôt ça. C'est aussi parce qu'on a promis pendant 40 ans une Europe sociale qui n'est jamais venue. C'est aussi parce que on a promis pendant 40 ans que l'Europe allait être cette porte de sortie pour les peuples européens, pour un avenir meilleur, et que c'est des peuples qui sont déçus. Et moi, je comprends cette déception, et c'est pour ça que je pense qu'il faut une rupture radicale dans les traités et qu'il faut changer en profondeur cette Union européenne-là, ce qui n'a en fait jamais été testé également. Sur l'Europe sociale, elle n'a jamais été harmonisée. L'Europe n'a jamais été harmonisée d'un point de vue social et fiscal. Ensuite, l'axe de rigueur qui a été voulu a mis peut-être des États dans la difficulté, mais en tout cas a limité la tension dans certains États. Et l'Europe, c'est un grand appartement où vous avez plein de locataires qui sont dans ces appartements, et puis vous utilisez des charges, et puis il y a des gens qui, in fine, considèrent qu'on ne va pas payer les mêmes charges pour différentes raisons. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc le schéma d'harmonisation, il est prioritaire. Et là-dessus, vous n'avez pas beaucoup d'expressions qui permet de comprendre sur quelle harmonisation fiscale et sociale, hormis une forme d'utopie qui consiste à aller sur un monde nouveau, sur un changement de paradigme qui, pour le moment, n'est pas sérieux, ou en tout cas n'est pas exprimé de façon tangible. Et donc ce que je voudrais juste comprendre, c'est sur quel type d'harmonisation, quel pays qui permet justement d'être la référence de ce mouvement et de ce changement. C'est une bonne question que vous posez. Je vais vous donner. C'est très politique comme. Oui, mais je vais vous donner un exemple très concret sur un sujet que je connais bien, sur les questions fiscales, puisque c'est ce sur quoi j'ai travaillé jusqu'à présent. Au niveau européen, on assiste à une course à la concurrence fiscale. Les États, les uns après les autres, baissent leur taux d'imposition sur les sociétés. L'Irlande à 12,5%, la Hongrie à 9%, etc. Et donc, c'est une forme d'harmonisation. Ce qui se passe, c'est une course à la concurrence fiscale vers le bas. Et si on trace la trajectoire de la baisse actuelle du taux d'impôt sur les sociétés qui se déroule depuis les années 2000, en 2050, les entreprises ne paieront plus 1 euro d'impôt. Ça peut être quelque chose qui peut se défendre. Nous, on est en profond désaccord avec ça, parce que qu'est-ce qui se passe quand les entreprises ne payent plus 1 euro d'impôt? C'est moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État pour investir dans les services publics, et on déplace aussi la charge fiscale vers les citoyens, et on le voit partout en Europe, la TVA augmente, les impôts indirects injustes comme la CSG en France augmentent. Donc pour répondre à votre question, nous, qu'est-ce qu'on souhaite? Il y a un projet qui est sur la table au niveau européen, qui est un peu technique, qui s'appelle l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. Concrètement, c'est redéfinir l'impôt sur les sociétés pour prendre en compte l'activité économique réelle de l'entreprise à partir d'une mesure de cette activité. Concrètement, Google, Amazon, on ne va pas regarder uniquement le bénéfice qu'ils déclarent
officiellement et donc qui est facilement transférable d'un pays à un autre, mais on va regarder leur nombre de ventes, leur nombre d'employés, etc. Des indicateurs de l'activité économique réelle, et on va dire, au lieu d'avoir, je sais pas, 10 millions à taxer, on estime que votre activité économique réelle en Europe, c'est 150 millions et c'est 20 millions pour la France, et c'est ça que vous allez taxer. Nous, c'est cette Europe-là qu'on défend. C'est cette Europe de la coopération pour pouvoir, au lieu de tirer vers le bas, harmoniser vers le haut, mais pas tirer jusqu'à 100% d'impôt sur les sociétés, c'est pas ce qu'on souhaite, mais éviter cette course à la concurrence fiscale pour que finalement l'Europe ne se détruise pas par elle-même. C'est un exemple sur l'impôt sur les sociétés. On pourrait aussi citer une liste commune de paradis fiscaux pour faire en sorte que soient véritablement ciblés les véritables pays qui organisent l'évasion fiscale, comme l'Irlande et le Luxembourg, par exemple. Juste un mot avant de donner la parole à Mourad et à Elina après la pause, mais qu'est-ce que vous faites de la souveraineté des États ? Parce que c'est la politique fiscale, c'est aussi toucher à la souveraineté d'un État aussi. Comment vous faites ça ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème démocratique dans l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, et c'est pour ça qu'il y a ce problème de souveraineté. Ce qu'on sait peu et ce qu'on dit rarement, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est une des plus grandes démocraties au monde, où ses représentants élus, donc si moi, demain, je suis députée européenne, je n'aurai pas d'initiative parlementaire. Donc, je ne peux pas proposer une directive. Uniquement la Commission peut proposer une directive européenne, et les parlementaires amendent. Donc, c'est aussi là que se pose le problème de souveraineté, parce que les représentants du peuple, élus par le peuple, finalement ont une marge de manœuvre relativement limitée. Donc la question, donc ça sert à rien de voter. Donc la question, ça sert quand même à quelque chose de voter, parce que vous le voyez, demain c'est aussi vous voulez prendre l'ascendant au maximum et lancer l'alerte au niveau européen. Vous voudriez que le député européen prenne l'ascendant éventuellement sur le citoyen irlandais ou le citoyen luxembourgeois ou... Non, que le représentant des citoyens français discute avec le représentant des citoyens irlandais pour se mettre d'accord sur des règles communes, et ça ils le font au nom de leur souveraineté nationale. Alors un président européen. On est très loin d'avoir un président européen. Pour comprendre le mécanisme. Vous restez avec nous, Manon Aubry, pour parler des gilets jaunes aussi, des manifestations, du débat, de ce que vous comptez faire. Question d'Elina et de Mourad Boudjelal dans le Grand Oral des GG. À tout de suite en direct sur RMC et RMC Story. Dans le Grand Oral des GG, nous sommes avec Manon Aubry, qui est tête de liste La France Insoumise aux élections européennes. Question de monsieur Mourad Boudjelal et ensuite Elina Dumont. Mourad. C'était votre position. En ce moment, j'ai entendu parler d'un mouvement des gilets jaunes en France. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vos oreilles. Tellement que j'étais avec eux. D'accord. Et savoir votre position. Et est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu qu'aujourd'hui, ce mouvement profite beaucoup plus au Front National, à Marine Le Pen dans les sondages, qu'à la France Insoumise, dont on ne voit pas d'effet particulièrement bénéfique dans les sondages pour les élections européennes notamment, mais que peut-être vous allez modifier. Je vous le souhaite. Alors, sur le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes ? Pour moi, c'est un cri du cœur d'une partie de la population française qui dit « Coucou, on est là, on existe ». Et nous aussi, on a le droit à une vie digne, parce que c'est parti d'un mouvement contre la vie chère qui s'est élargi à des questions de participation dans la vie démocratique, avec la revendication du référendum d'initiative citoyenne, des revendications sur la question de la justice fiscale, du partage des richesses. Donc moi, je me reconnais dans ce mouvement, et je me reconnais d'autant plus que l'an dernier, j'avais écrit un rapport pour Oxfam qui alertait de l'impact de la réforme fiscale du gouvernement, qui était une des plus inégalitaires de la Ve République. Et donc, on voit les effets aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à votre question sur est-ce que ça profite au Rassemblement national, déjà, c'est difficile à dire, mais il y a un fait qu'il ne faut pas ignorer, c'est que le Rassemblement national est en effet assez élevé dans les sondages. Moi, la manière dont je l'analyse, c'est mon analyse et elle vaut ce qu'elle vaut, mais aujourd'hui, une des difficultés qu'on a, c'est que le Rassemblement national joue sur un vaste flou sur leur position. En grande majorité, dans les revendications des Gilets jaunes, on trouve l'augmentation du SMIC. Le Rassemblement national n'est pas pour l'augmentation du SMIC. On trouve dans les revendications des Gilets jaunes le rétablissement de l'ISF. Le Rassemblement national, pendant très longtemps, n'a pas été en faveur du rétablissement de l'ISF. L'ISF, c'est que de la symbolique. Alors, moi, je suis pour que les riches paient plus d'impôts que les pauvres.
Mais pourquoi spécialement un ISF? C'est qu'une question de tranche et qu'une question, mais pourquoi avoir un impôt symbolique qui veut dire, tiens, voilà, toi t'es vilain, t'es riche, il faut te payer non. Alors qu'on a un impôt sur le revenu. Voilà, qu'il y a un impôt sur le revenu qui est plus fort, qu'on peut revoir éventuellement, mais pourquoi créer une symbolique qui est un petit peu répulsive? Moi, j'ai plutôt envie que dans mon pays, un gamin se dise, je vais essayer de réussir et créer de la richesse collective, et qu'il n'ait pas l'image de se dire, si je crée de la richesse collective et que je réussis, ma récompense, ce sera comme me file un impôt. Qu'on ait des tranches plus hautes, oui, mais pas de symbolique. Deux choses là-dessus. L'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas qu'un impôt sur le revenu, c'est un impôt aussi sur ce qu'on possède. Et dans la lutte contre les inégalités, c'est un impôt sur l'impôt, parce que souvent, pour ce qu'on possède, on a déjà payé de l'impôt. Et ce n'est pas qu'une symbolique, parce que c'est à peu près 3 à 4 milliards d'euros qui sont perdus par an. Si vous rajoutez à ça la réforme sur la flat tax, qui a un taux d'imposition plus bas sur le capital, ça fait en tout 5 à 6 milliards d'euros. 5 à 6 milliards d'euros, ça pourrait financer par exemple 150 hôpitaux. Ils ne sont pas forcément perdus, parce qu'ils seraient peut-être allés les faire ailleurs, leurs milliards d'euros. C'est aussi 750 euros en plus par an pour les 9 millions de pauvres. Et 14 milliards d'euros de fraude à la sécurité sociale dans ces cas-là. Ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, parlons des fraudes à la sécurité sociale pour 14 milliards d'euros. Eh ben, parlons des fraudes fiscales qui coûtent 60 à 80 milliards d'euros. Non, c'est pas 180 milliards. 60 à 80 milliards d'euros par an. Vous le trouvez dans des rapports parlementaires. Vous mélangez l'optimisation et la fraude fiscale. Non, je vous parle d'évasion fiscale. Je vous parle d'évasion fiscale qui coûte chaque année 60 à 80 milliards d'euros à l'État français. C'est pas vrai. C'est une estimation. C'est une estimation faite par un syndicat de Bercy qui est la Finance Sud. C'est solidaire. Et vous mélangez des pommes et des poires à l'intérieur de ce rapport. C'est important parce que la France insoumise arrive sur tous les plateaux avec ce chiffre. Déjà, je suis toujours étonné qu'on puisse donner un chiffre très précis quand on parle de fraude. C'est une estimation, c'est pour ça que c'est une fourchette. Oui, mais vous donnez que la fourchette haute de ce rapport et vous mélangez de l'escroquerie à la TVA, qui doit être condamnée, qui représente 20 milliards dans ce rapport, si vous êtes honnête. Et dites-le, c'est 20 milliards à la TVA. Et ce sont surtout des petites entreprises, mais c'est de l'escroquerie, ça c'est condamnable. Et vous mélangez de l'optimisation. Non mais vous mélangez de l'optimisation fiscale, qui est totalement légale. On peut regretter que la France soit un pays qui taxe. Mais attendez, la conséquence est la même. Quand une entreprise comme... C'est malhonnête de dire ça. C'est très malhonnête de dire ça. Mais c'est pas Airbnb déclare quasiment... Non mais intellectuellement, c'est très malhonnête de dire ça. Aucun euro d'impôt en France, c'est de l'argent perdu dans les caisses de l'État. Il se joue des règles fiscales internationales. Et ça, c'est révoltant. Mais soyons attractifs. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Mais vous mélangez les impôts, il va pas venir. Il faut changer les règles. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas mélanger, et c'est malhonnête intellectuellement, de mélanger de l'escroquerie à la TVA pour 19 milliards, de l'optimisation fiscale, qui, in fine, est le simple fait qu'on a payé... Vous êtes pour qu'une entreprise comme Airbnb ne paye plus un euro d'impôt en France? C'est pas ce que je dis. Là, vous cautionnez le... Non, mais je veux dire, c'est votre raisonnement que je... Non, mais c'est un raisonnement... Je suis navré, votre raisonnement, il est fallacieux, parce que vous mélangez des pommes et des poires en essayant de faire croire que finalement les entreprises ne se comportent pas bien. Je suis désolé, quand il y a 20 milliards de fraude à la TVA, ça, effectivement, nous devons le combattre. On est d'accord là-dessus. Mais de mélanger la fraude à la TVA, qui est une fraude, ce sont des gens qui trichent, ce sont des escrocs, par rapport à une entreprise qui se joue d'un système qui n'est pas égal, je suis d'accord, qui profite d'un système pour aller... Il n'est pas égal, mais légal. Mais qui est pas moralement qui est condamnable. Mais immoral. Oui, mais vous mélangez les deux. Mélangez les deux, c'est scandaleux ce que vous faites. Non, je suis désolé. Celui qui fraude, il n'a pas la même position que celui qui fait de l'optimisation fiscale. Qui a eu un redressement d'un milliard d'euros. Vous répondez pas à ma question. Et qui était incapable. Le tribunal administratif était incapable de lui faire payer. C'est vous qui n'êtes pas bien ce que vous faites parce que vous tolérez, vous cautionnez des grandes entreprises internationales qui se jouent des règles. Et je fais attention à bien faire la différence avec les TPE et les petites entreprises qui, elles, n'ont pas une filiale au Luxembourg, n'ont pas une filiale en Irlande. Et c'est nous tous, citoyens, qui payons pour des grandes entreprises multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôt et qui se jouent des règles. Chère madame, dans ces cas-là, moi je vous parle des 19 milliards de fraude à la TVA. Et c'est pas Total, c'est pas Peugeot, c'est pas BNP. Et ben moi je vous parle. Mettez-les en avant ces problématiques-là. Je vous parle des 14 milliards des gens qui fraudent à la sécurité sociale sur 1,8 million de faux numéros. Je vous parle des gens qui fraudent à l'assurance chômage. Oui, mais bien sûr qu'il faut les traiter l'ensemble de ces fraudes. Bien sûr qu'il faut traiter l'ensemble de ces fraudes. Mais vous ne les opposez pas. Ce que je veux dire, c'est que... Mais il ne faut pas les opposer, monsieur. Il faut lutter contre
toutes les mais prods. non, mais vous mélangez tout, vous mettez tout sur le dos des Aujourd'hui, entreprises. il y a une tolérance vis-à-vis des grandes entreprises multinationales qui se jouent des règles. Et c'est intolérable. Mais faites en sorte que la France soit un pays fiscalement attractif pour que les entreprises reviennent. Elles se jouent des règles. Faites en sorte que les entreprises viennent. L'Irlande, ça leur a fait beaucoup de bien de baisser le taux d'imposition sur les entreprises. Regardez ce qui se passe au Portugal. C'est pour ça qu'on parlait de souveraineté. Regardez ce qui se passe au Portugal en ce moment. Attendez. Question de Elina Dumont, Madame l'intervenante sociale. Voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que ce ne sera pas contre vous. Je suis très sensible à la France insoumise. Je suis gilet jaune. Par contre, vous êtes censé devenir député aux européennes. Je peux vous assurer que pour une novice, vous parlez comme tous les politiciens où je n'ai rien compris. Donc, je pourrais pas voter pour vous puisque je n'ai rien compris. Non, mais c'est important que je vous le dise. Parce que moi, la plupart des gens que je côtoie, pourquoi ils votent pas? Parce qu'ils comprennent rien. Alors, François Ruffin, quand il parle, je comprends toujours ce qu'il dit. Et après, je reviens à ma question. Trop technique, si tu sais ce que tu dis. Voilà, mais oui, mais c'est important. Comment on peut dire aux gens, allez voter, mais tu vas pas aller voter si tu comprends rien? Je peux vous répondre sur ce point-là, juste parce que c'est un point qui me touche particulièrement. Parce que vous savez, moi, je me suis promis un certain nombre de choses en entrant en politique. Je me suis écrit une lettre à moi-même parce que j'avais peur d'un certain nombre de choses. J'avais peur de devenir comme eux. Et ça me touche ce que vous dites parce que là, je répondais à monsieur sur des arguments qui étaient techniques parce qu'il se trouve que c'était mon métier avant de travailler sur la question de l'impôt. Mais moi, vous savez, j'ai envie de faire de la politique avec les tripes, avec les convictions et que parce que je pense qu'en effet, je partage votre point de vue. Moi, ça me faisait pas rêver la politique. Et souvent, quand j'entendais des gens, je me disais, qu'est-ce qui me dit qu'il va tenir vraiment sa position qui nous a promis? Et vous avez raison. Il y a la question du professionnalisme des politiques. Elle est problématique parce qu'on se demande s'ils nous représentent vraiment. Mais vous savez, moi, j'ai jamais fait de politique avant. J'ai jamais eu aucun mandat, j'ai jamais adhéré à un parti, j'ai jamais même assisté à un meeting politique. Écoutez, mademoiselle, en tout cas, moi je suis gilet jaune, j'ai compris que tout ne se passait pas à Bruxelles, mais que certaines choses se passaient à Bruxelles. Vous avez raison. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gilets jaunes à créer une liste à Bruxelles. Mais ça va pas arranger la France insoumise s'il y a une liste gilet jaune. Non, mais par contre, il faut... Voilà, il faut être simple. Faut être simple. Vous voyez, je veux dire, moi, je vous assure, François Ruffin, il peut parler de n'importe quoi. D'accord. Je le comprends. Mais vous savez, sur la question des impôts, je peux vous le dire de manière très simple. Quand une grande entreprise ne paye pas suffisamment d'impôts, c'est nous tous, vous, moi, nous tous, quand on fait nos courses, qui payons pour eux avec la TVA, qui est-on prélevé sur nos salaires avec un impôt qu'on appelle la CSG. C'est nous tous qui en payons le prix. Et ça, je pense que ça devrait nous révolter. L'ensemble des Gilets jaunes, ça devrait nous unir parce que c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que je me bats particulièrement pour que ces grandes entreprises payent des impôts. Les Gilets jaunes ont surtout dit qu'ils payaient trop d'impôts et qu'ils comprenaient pas que dans un pays qui est peut-être le pays le plus redistributif au monde, dans les pays développés aujourd'hui, puisque le poids de la dépense publique dans la richesse nationale n'a cessé d'augmenter ces dernières années, contrairement parfois à ce que peut dire d'ailleurs la France insoumise. Et ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait encore des problèmes de service public ici ou là. C'est ça aussi les gilets jaunes. C'est pas aussi simple que vous semblez aujourd'hui vouloir le résumer. Les gilets jaunes, c'est l'incompréhension de gens qui travaillent, qui payent des taxes, des impôts, etc. de plus en plus dans un pays qui dépense de plus en plus d'argent public et pourtant on n'est pas satisfait de la façon dont cet argent est utilisé. Mais vous savez ce que vous dites, ça va exactement dans mon sens. Ça va exactement dans mon sens, puisque ce que je vous dis, le problème, c'est que les plus pauvres se retrouvent à payer pour les plus riches. Et donc c'est pour ça qu'ils sont écœurés de l'impôt. Monsieur, c'est pour ça que les gens rejettent l'impôt parce qu'ils voient que leurs impôts augmentent. S'il y a plus de riches, il y a encore plus de pauvres. Vous le savez très bien. Mais c'est vous qui insultez, vous parlez de riches et pauvres. On est dans un pays de classe moyenne. Arrêtez de dire ça. Arrêtez d'opposer. Mais on est dans un pays de classe moyenne. On n'est pas dans un pays de pauvres, de riches. Normal. Et ça, je pense que ça parle aux gilets jaunes. Quand le président de Carrefour se lève le matin et qu'il se couche le soir et qu'en une journée, il a gagné ce qu'un de ses salariés a gagné en une année entière. Dans votre vie, si vous lui prenez plus d'impôts, ça ne résoudra pas le problème des gilets jaunes. C'est une question d'essence. C'est une question d'essence. Je vous dis pas qu'il faut gagner l'euro. Est-ce que vous trouvez normal que le président de Carrefour, il ait le même code du travail que le petit artisan qui a 1 ou 2 salariés, qui a ses problèmes, qui va pas se payer tous les mois et qui va payer des fois ses salariés? Est-ce que vous trouvez normal que la multinationale et
le même code du travail que la petite entreprise. C'est ça un des problèmes, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes réglementations qui sont des fois très difficiles à supporter pour la toute petite entreprise et qui les étouffent, avec des patrons qui sortent les 3/4 du temps du prud'homme en baissant la tête parce qu'il y a des aberrations dans ce code du travail qui a été uniquement écrit pour ces très grandes entreprises, et que tous les petits créateurs d'emplois, tous les petits créateurs d'entreprises se prennent sur la gueule. Ça, c'est la réalité du pays, vous n'en parlez jamais. Alors, si je peux me permettre, c'est pour ça que nous sommes en faveur, par exemple, d'un taux d'imposition plus bas pour les petites entreprises. C'est pas une question d'imposition. Si, c'est pas une question d'imposition. C'est que le petit entrepreneur qui va embaucher 2 personnes, c'est pas un salaud, c'est pas un mec qui va exploiter, c'est pas un mec qui va gagner 10 fois plus ou 100 fois plus que les employés, c'est parfois quelqu'un qui va même pas se payer avant de payer ses employés. Vous savez, jamais vous m'entendrez dire qu'un patron est un salaud. Jamais vous m'entendrez dire ça. Le patron non, de Carrefour. Jamais. Je vous dis juste que c'est indécent. C'est indécent pour les gens qui galèrent. Moi, je pense à la caissière de Carrefour qui se lève le matin et qui gagne à peine la grille des salaires. On est d'accord. Le problème de la caissière de Carrefour, mais c'est pareil pour un footballeur. Donc, je peux m'emporter parce que je pense à tous ces gens-là qui galèrent. Et pour un footballeur aussi, monsieur. Des petits patrons aussi galèrent à se payer. Ils ont droit à rien. Ils galèrent à se payer. Et comme ils se syndiquent pas, ils n'intéressent personne. Aujourd'hui, vous savez, le code du travail, c'est aussi fait pour protéger les gens. C'est fait pour faire en sorte que la caissière de Carrefour, même si elle a un salaire faible, elle a au moins le SMIC. Elle a au moins une protection à la sécurité sociale. Le code du travail ne va pas empêcher la caissière de Carrefour de disparaître dans quelques temps. Parce qu'il n'y aura plus de caissières dans les hypermarchés. Et ensuite, et le numérique n'empêchera pas Carrefour de disparaître puisqu'il n'y aura plus que de l'AI économique. C'est pour ça qu'il faut taxer le numérique. Mais je pense que là, on va s'accorder au moins sur quelque chose. C'est que il faut parler d'humain à humain, et c'est une histoire d'humanité. Il faut parler à l'ensemble des gilets jaunes qui sont sur les ronds-points et qui vous disent, moi, je galère à boucler mes fins de mois. Et c'est vrai que quand ils voient des entreprises qui payent pas leurs impôts, quand ils voient des personnes fortunées, ils se disent qu'il y a une question. L'entreprise, au lieu de payer un taux de charge hallucinant, on pourrait peut-être avoir un peu moins de protection et plus de pouvoir d'achat. Peut-être donner plus de pouvoir d'achat. Une dernière question. Demain, c'est une journée de manifestation. Il nous reste 1 minute. On peut craindre peut-être encore des affrontements, des violences. C'est vrai, quand on regarde aujourd'hui, il y a 2000 blessés d'un côté, 1500 du côté des forces de l'ordre aussi. Et la polémique autour du LBD, le lanceur de balles de défense. Il faut l'interdire ou pas, Manon Aubry? Oui, il faut l'interdire. On est un des seuls pays au monde à l'utiliser. C'est dangereux. Je pense que je pense que c'est important. Les balles de défense sont en effet dangereuses. On est à plus de 90 blessés, dont des blessés graves à cause de l'utilisation de ces balles de défense, souvent tirées au niveau de la tête, qui peuvent avoir des séquelles graves. Et je pense qu'il faut en revenir à la raison, se dire aussi qu'il n'y aura pas d'ordre sans justice sociale, sans justice fiscale, et que ça reste la meilleure voie à suivre pour le gouvernement pour régler la crise et les affrontements. Nous sommes tous en faveur d'un apaisement. Il faut qu'il y ait des consignes claires qui soient données aux policiers, que le maintien de l'ordre ne se fasse pas avec de la violence et avec l'utilisation de ces balles de défense, surtout pas tirées au niveau de la tête. Et à terme, sauf en situation extrêmement grave, mais on pense plutôt à des actes terroristes, par exemple. Les gilets jaunes ne sont pas des terroristes aussi. Et dans un deuxième temps, que l'ordre ne reviendra que si on règle les questions de fond. Sinon, on va y avoir un acte 11, un acte 12, un acte 13, et on sera encore là pendant très longtemps. Le fait de ne pas aller au débat demain, c'est envoyer une clause de rendez-vous chaque semaine. Ne participez pas, c'est définitif. Alors, en 20 secondes, nous ne sommes pas oscillés au débat, et nous aurions participé au débat si les dés n'étaient pas pipés. Aujourd'hui, le débat n'est pas ouvert à un rétablissement de l'ISF. Le débat n'est pas ouvert à un changement institutionnel. Le gouvernement était très clair sur le sujet. Si le débat a changé ces termes-là, nous viendrons autour de la table, et l'ensemble des Gilets jaunes, je pense, viendrait autour de la table. Merci Manon Aubry. Merci.